La semaine avant mon mariage, ses parents riches m'ont présenté un contrat, le sourire narquois. Il ignore que je dirige une entreprise à 100 000 €, que j'ai mon propre avocat et un plan qui va effacer leur arrogance. Une semaine avant le mariage, les riches parents de mon fiancé, Adrien, m'ont jeté un contrat de mariage au visage, avec un sourire suffisant, comme s'ils avaient déjà gagné. Mais ils ne savaient pas que je possédais une entreprise valant 100 millions d'euros, que j'avais ma propre avocate et un plan qui effacerait ces sourires arrogants. La lumière du soir qui filtrait à travers les baies vitrées du domaine des Dubois rendait tout d'une douceur trompeuse, doux, doré, presque sacré. Mais la pièce semblait froide, de ce froid qui habite sous le marbre poli et la vieille fortune. J'étais assise à la longue table de la salle à manger, les mains sagement croisées sur mes genoux, essayant de calmer ma respiration tandis que Richard et Victoria Dubois m'observaient avec des expressions taillées dans la pierre. Adrien était assis à côté de moi, assez près pour que je sente la faible chaleur de son bras, mais assez loin pour que je sache que j'étais seul dans ce qui allait se passer. Puis il est arrivé, un épais dossier bordé d'or glissant sur la table pour atterrir devant moi avec un bruit sourd et implacable. Le son a fendu le silence. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour comprendre. Victoria s'est penchée en arrière dans son fauteuil, son bracelet en diamant captant la lumière comme pour se moquer de la simplicité du moment. Ce n'est qu'une formalité pour protéger le patrimoine familial, ma chère. Je suis sûr que vous comprenez. Sa voix était du velours tendu sur de l'acier. J'ai fixé le dossier un instant, peut-être deux, puis j'ai levé les yeux pour croiser les siens. Elle a soutenu mon regard avec une sorte de cruauté polie, un sourire qui n'osait pas atteindre ses yeux. Richard ne s'est pas donné la peine de faire semblant. Son sourire narquois disait tout. Nous savons qui tu es, ce que tu cherches, et tu ne l'obtiendras pas. Mais ce qui faisait mal, ce n'était pas eux. C'était Adrien. J'ai senti sa main glisser sous la table et serrer doucement la mienne. Une supplique silencieuse, une fragile tentative de réconfort ou peut-être de la lâcheté enveloppée d'affection. N'en fais pas toute une histoire, a-t-il chuchoté, bougeant à peine les lèvres. Sa voix tremblait. Il ne voulait pas de scène. Il ne voulait pas de conflit. Il ne voulait pas contrarier les deux personnes assises en face de nous, les deux personnes qui avaient contrôlé chaque chapitre de sa vie jusqu'à présent. Je me suis tourné pour le regarder. Vraiment le regarder. Cet homme avec qui j'avais partagé des tacos tard dans la nuit et des rêves murmurés. Cet homme qui, un jour, avait pris mon visage entre ses mains et dit « Tu es mon foyer ». Mais à cet instant, il ne levait même pas les yeux pour croiser les miens. Sa tête était légèrement inclinée, comme un enfant attendant la permission de parler. Son silence était plus tranchant que le contrat de mariage ne pourrait jamais l'être. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, ravalant la lourdeur qui se formait dans ma poitrine, et j'ai lentement ouvert le dossier. Mon nom apparaissait sur la première page, imprimé nettement au-dessus d'une série de clauses qui me dépouillaient de tous les droits qu'une future épouse pouvait raisonnablement attendre. Pas de biens matrimoniaux, pas d'actifs partagés, aucune prétention sur quoi que ce soit que j'aurais aidé à construire, contribuer ou sacrifier. Si le mariage se terminait, je repartirais sans rien, comme si j'étais arrivé avec rien. Victoria a tapoté légèrement la table avec ses ongles manucurés. Nous avons engagé les meilleurs avocats de la région pour rédiger ceci. C'est pour la protection de tout le monde. J'ai de nouveau levé les yeux. Tout le monde. Elle a souri plus largement. Eh bien, vous savez, la famille. J'ai laissé ce mot s'imprégner. Famille. La seule chose que j'avais voulu toute ma vie. La seule chose que je pensais avoir enfin trouvée en Adrien. L'ironie me rappelle les côtes. J'ai refermé le dossier doucement, en prenant soin de ne pas laisser les bords trembler dans mes mains. Le pouce d'Adrien dessinait de petits cercles sur ma paume, anxieux, apologétique. On pourra en parler plus tard, a-t-il murmuré. Ils sont juste prudents. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé, car ce n'était pas de la prudence que je voyais dans leurs yeux. Ce que je voyais, c'était de la certitude. La certitude que j'obéirais. La certitude que je plierais. La certitude que je devrais me sentir reconnaissante d'être simplement assise à leur table. Et le pire, c'est qu'ils croyaient qu'Adrien s'en assurerait. Mon cœur battait lentement et lourdement, chaque pulsation se traînant dans ma poitrine comme si elle pesait une tonne. Il m'aime, me suis-je dit. Il m'aime, mais l'amour sans courage, que valait-il? La pièce semblait plus petite, plus étroite, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. J'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant doucement le sol poli. J'ai besoin de temps pour réfléchir,
ai-je dit calmement. Pas de colère, pas de voix haute, juste un calme si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Richard a froncé les sourcils comme si j'avais enfreint une règle qu'il s'attendait à ce que je suive. Le sourire de Victoria a vacillé, la première fissure dans sa façade parfaite. La main d'Adrien a glissé de la mienne, comme s'il ne savait pas s'il devait m'arrêter ou me laisser partir. Éléonore, attends, a-t-il chuchoté, mais les mots sont morts dans sa gorge. J'ai pris mon manteau drapé sur le dossier de la chaise, le glissant sur mes épaules d'une main sûre. Quand j'ai regardé Adrien une dernière fois, ses yeux brillaient de quelque chose comme de la peur ou du regret, mais il ne s'est toujours pas levé. Il n'a pas tendu la main vers moi. Il ne m'a pas défendu. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est doucement brisé. Parfois, j'ai réalisé, le silence fait plus mal que la trahison. J'ai marché vers la porte, l'air épais, mais pas résonnant dans le couloir bordé de portraits de famille, des générations de Dubois me dévisageant comme des juges dans un tribunal où je n'avais jamais choisi d'entrer. Dehors, le ciel s'était assombri, des nuages s'accumulant sur la côte. Un vent froid a balayé l'allée alors que je sortais. Puis la première goutte de pluie a frappé ma joue. Sans regarder en arrière, j'ai marché dans la tempête. Le dossier du contrat de mariage est resté sur la table à l'intérieur, mais les vrais dégâts avaient déjà été faits, et aucun d'eux, pas même Adrien, ne semblait comprendre qu'au moment où je me suis levé de cette table, quelque chose de fondamental avait changé. Je me suis glissé dans ma voiture, les mains tremblant maintenant que personne ne pouvait les voir. Et tandis que la pluie striait le pare-brise en lignes lourdes et inégales, une pensée résonnait dans mon esprit. Si l'amour exige que je me diminue, alors ce n'est peut-être pas de l'amour du tout. La pluie ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Elle m'a suivi jusqu'à la maison comme un écho de tout ce que je n'avais pas pu dire. Assise dans mon appartement faiblement éclairé, regardant la tempête brouiller les lumières de la ville, les souvenirs du début de notre histoire sont revenus sans y être invités, doux amers et incroyablement tendres par rapport à ce qui venait de se passer. J'ai rencontré Adrien il y a 3 ans, bien avant les contrats de mariage, les tables en marbre froid et ce genre de silence qui vous déchire de l'intérieur. C'était lors d'une conférence sur les startups à Lyon, le genre d'événement rempli de gens qui essaient trop de paraître importants et échouent lamentablement. J'étais là pour parler lors d'un panel sur l'IA centré sur l'utilisateur, me cachant derrière l'anonymat que j'avais si soigneusement construit. Personne là-bas ne savait qui j'étais vraiment, juste une autre fondatrice prometteuse parmi tant d'autres. Adrien n'était même pas censé être à cet événement. Il m'a dit plus tard qu'il s'y était faufilé pour éviter un dîner de famille que sa mère avait arrangé avec la fille d'un partenaire commercial. Quand il s'est affalé sur le siège vide à côté de moi pendant le discours d'ouverture, il ressemblait à un homme essayant d'échapper au poids de sa propre vie. Notre première conversation a commencé par quelque chose d'anodin. Il a complimenté le carnet dans lequel je dessinais des idées, mais cela ne semblait pas forcé. Il m'a parlé comme s'il se souciait vraiment d'entendre la réponse, pas comme s'il attendait son tour pour parler. Rien que ça le rendait différent de la moitié des gens dans cette pièce. Je me souviens encore de la sincérité dans sa voix quand il a dit « J'aime la façon dont votre esprit fonctionne ». La plupart des gens remarquaient tout ce qui était superficiel chez moi, mon âge, mes origines, mon calme. Adrien a remarqué ma façon de penser, et cela m'a désarmé plus que je ne voulais l'admettre. Plus tard cet après-midi-là, il a avoué quelque chose doucement, presque timidement. Mes parents, ils n'approuvent pas vraiment tout ce que je choisis par moi-même. Il a ri comme s'il était habitué à l'humiliation. Les écoles, les emplois, les amis, tout devait être sélectionné. J'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine. Peut-être parce que je savais ce que c'était que de naviguer dans la vie sans filet de sécurité, sans appartenance. Peut-être parce que pour une fois, quelqu'un d'autre était le vulnérable dans la conversation. Notre histoire n'a pas commencé par un feu d'artifice. Elle a fleuri lentement, doucement. Il m'a invité à prendre un café une semaine plus tard. Un petit café de quartier à la Croix-Rousse où le barista connaissait tout le monde par son nom. Adrien n'était pas tape à accent graveleuil à l'époque. Il était chaleureux, calme. Il posait des questions qui me donnaient l'impression d'être vu, pas évalué. C'est devenu notre rituel, des virées café nocturnes après de longues journées de travail, des promenades sur les quais de Saône pendant qu'il me racontait des histoires sur la pression d'être un Dubois, des histoires sur des attentes qu'il n'avait jamais demandées, des responsabilités qu'il n'avait jamais voulues. Il parlait du contrôle de sa mère avec un mélange de peur et de résignation, et de la franchise de son père avec le désir instinctif d'un enfant de plaire. J'aurais dû voir les signaux d'alarme à ce moment-là. Mais dans ces moments,
marchant à ses côtés sous les lampadaires, nos mains s'effleurant doucement comme si nous avions peur de trop nous tenir, il semblait humain. Il semblait honnête, et j'avais si faim de quelque chose de réel. Notre relation s'est épanouie dans des endroits qui semblaient voler à une carte postale. Des escapades du week-end sur la route des Grandes Alpes. Des pique-niques à Annecy, où il me lisait à voix haute des passages de livres qu'il aimait, sa voix douce couvrant le bruit des vagues. Des dîners au coucher du soleil sur des toits terrasses où il me serrait contre lui et promettait « Je ne suis pas comme eux. Je veux quelque chose de différent ». Il y a eu des nuits où il s'est endormi sur mon canapé, la tête reposant sur mes genoux, murmurant des rêves qu'il ne racontait à personne d'autre. Et quelque part entre ces moments lents et tendres, je me suis laissé le croire. Je me suis laissé croire que l'amour, un amour calme et doux, pouvait suffire à réécrire les peurs de quelqu'un. Mais l'amour n'efface pas le conditionnement, peu importe à quel point nous le souhaitons. La première fois que j'ai vu Adrien changer, c'était lors d'un dîner avec ses parents, plusieurs mois après le début de notre relation. Victoria est arrivée vêtue d'une robe qui scintillait comme du givre et m'a parlé comme si j'étais une aimable étrangère qu'elle avait décidé de tolérer. Richard a posé à Adrien des questions dont il ne voulait pas vraiment les réponses, de la manière dont un général interrogerait un soldat. Et Adrien. Mon Adrien s'est instantanément replié, les épaules tendues, la voix plus douce, chaque opinion remplacée par une version plus acceptable. Il m'a à peine parlé de toute la soirée. J'ai essayé de rationaliser. Tout le monde se comporte différemment avec ses parents. Mais au fil des semaines et des mois, le schéma s'est approfondi. Avec moi, il était l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Chaleureux, prévenant, courageux à sa manière. Avec eux, il devenait quelqu'un d'autre, complètement effacé, obéissant, ayant peur de respirer trop fort. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était une érosion lente. Une hésitation ici, un regard nerveux là, s'excusant pour des choses qu'il n'avait pas faites. Faisant semblant d'être d'accord avec des opinions qu'il méprisait, annulant des projets avec moi lorsque sa mère insistait pour un événement familial. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il avait juste besoin de temps, d'espace, d'encouragement, que si l'amour pouvait être un refuge, peut-être que je pourrais être le sien. Mais le voir se recroqueviller chaque fois qu'ils entraient dans la pièce faisait naître en moi une inquiétude. Aux confins de mon cœur, un petit murmure me disait que cette faiblesse, cette peur, pourrait un jour nous atteindre aussi. Il m'aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais l'amour sans colonne vertébrale est comme une porte sans charnière. Elle a l'air solide jusqu'à ce que le premier grand coup de vent la frappe. Et je pense que quelque part au fond de moi, je l'ai toujours su. Je ne voulais juste pas y croire. Alors que l'orage grondait doucement à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai fermé les yeux. Le souvenir de la main tremblante d'Adrien sous la table des Dubois rejouait dans mon esprit. Le contrat de mariage, le silence, le moment où il ne m'a pas choisi. Je croyais que l'amour pouvait guérir la peur, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Mais certaines personnes ont plus peur qu'elles n'aiment. Et peut-être que c'était le début de la fin. Même si aucun de nous ne l'a vu venir à l'époque. 2 mois avant le mariage, alors que l'excitation aurait dû colorer chaque recoin de ma vie, la première fracture est apparue, petite, presque invisible, mais assez nette pour faire tressaillir mon cœur. Tout a commencé par un appel téléphonique un mardi matin tranquille. Je passais en revue les arrangements floraux lorsque ma wedding planée, Mélissa, a appelé avec une politesse tendue que je lui entendais rarement. Ses voitures étaient louées sous la flotte d'entreprises de la fondation. Ses comptes d'investissement étaient gérés et contrôlés par l'équipe financière de ses parents. Même la bague qu'il m'avait offerte, magnifique, attentionnée, choisie avec un amour véritable, avait été assurée au nom de Victoria. Je n'étais pas en colère contre lui. C'était le pire. J'avais le cœur brisé pour lui. Quand je l'ai confronté doucement, en lui montrant ce que j'avais trouvé, il s'est figé. Adrien, pourquoi rien n'est à ton nom? Il a dégluti difficilement, les yeux baissés. C'est compliqué. Explique-moi, les yeux pressés. Il s'est frotté la nuque, une habitude nerveuse que j'avais vue 100 fois. Mes parents, ils ont toujours géré les choses pour des raisons fiscales, de responsabilité. C'est juste plus simple. Mais rien ne t'appartient vraiment, ai-je dit doucement. Ce n'est pas simple, Adrien. C'est du contrôle. Il a grincé des dents. Ce ne sera pas comme ça pour toujours, a-t-il chuchoté. Après le mariage, ils transféreront certaines propriétés à mon nom. C'est comme ça que ça marche. Après le mariage, ai-je répété,
goûtant l'implication comme quelque chose d'amer se répandant sur ma langue. Donc, je t'épouse d'abord et ensuite il décide de ce que tu obtiens. Il n'a pas nié. Il n'a pas dit un mot. Et soudain, j'ai eu l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre par erreur. Une vie que je ne comprenais pas. Une vie qui ne me comprenait pas. À qui est ce mariage? À qui est cet avenir? J'avais rêvé d'un partenariat, d'un mariage d'égaux. Mais dans quoi étais-je en train de me marier? Une famille ou une monarchie? Adrien a alors tendu la main vers la mienne, essayant de rassembler les morceaux avant qu'ils ne tombent. Éléonore, s'il te plaît, ne laisse pas ça se mettre entre nous. Je t'aime. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. L'homme qui avait autrefois été mon foyer. Je sais que tu m'aimes, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne peut pas tenir sur des jambes qui ne veulent pas marcher. Il a tressailli à ces mots parce qu'il savait exactement ce que je voulais dire. Son silence ne venait pas de la méchanceté. Il venait de la peur. Une vie entière de peur. Et alors que j'étais assise là, le regardant lutter pour trouver des mots qu'il ne dirait jamais, une prise de conscience silencieuse s'est installée dans mes os. Il m'aime, mais pas assez pour les affronter. Et parfois, cette vérité, douce, douloureuse, immuable, est celle qui vous brise le plus. La nuit après avoir découvert la vérité sur les avoirs de la famille d'Adrien, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé dans l'obscurité silencieuse de mon appartement, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le murmure occasionnel des voitures qui passent. C'était surréaliste de voir comment une seule découverte pouvait déplacer tout le poids d'une relation. Je n'étais pas en colère contre Adrien. Pas encore. Mais j'étais secoué. Secoué par la façon dont sa vie appartenait complètement à tout le monde sauf à lui. Secoué par le fait que je m'étais préparé à rejoindre un monde construit sur des chaînes déguisées en tradition. Et alors que je fixais le plafond, laissant la vérité s'installer comme de la poussière autour de moi, une autre vérité a surgi à sa place, une que j'avais enfouie si profondément que j'oubliais souvent son existence. La vérité de qui j'étais vraiment avant que l'amour ne me détourne de moi-même. Il y a des années, bien avant les weddings planés, les contrats de mariage et l'élégance glaciale du domaine des Dubois, je n'étais qu'une fille travaillant 12 heures par jour dans un espace de coworking exigu, mangeant des nouilles instantanées entre les sprints de codage et rêvant de construire quelque chose à moi. Nurecord a commencé dans le coin d'une bibliothèque municipale, griffonné dans un carnet si usé que la reliure tenait à peine. Je n'avais pas de financement, pas de réseau, pas de nom de famille qui ouvrait des portes. J'avais seulement une idée, du désespoir et une rage silencieuse contre le monde qui sous-estimait les gens comme moi. Chaque investisseur qui m'a rejeté ou vous êtes trop jeune. La logistique paria est trop compétitive. Avez-vous même une formation technique à ajouter de l'huile sur le feu? Chaque échec m'a rendu plus affûté. Et au moment où mon algorithme de cartographie prédictive de fret a attiré l'attention d'une grande société de capital risque, j'avais déjà appris la leçon la plus importante de ma vie. Moins les gens en savent sur votre pouvoir, plus il leur est difficile de vous contrôler. J'ai construit Nurecord tranquillement, méthodiquement, comme une forteresse que seul moi savais naviguer. Lorsque l'offre d'acquisition est arrivée à un peu moins de 100 millions d'euros, je l'ai acceptée sans célébration. Je n'ai pas acheté un Pantouse, une voiture de sport ou quoi que ce soit qui criait la richesse. J'ai acheté un petit appartement ensoleillé. J'ai remboursé les dettes médicales de ma grand-mère. J'ai créé une fiducie à son nom, puis je me suis effacé du récit. Je me suis caché derrière des sociétés écrans, des accords de non-divulgation et des couches juridiques. Léna m'a aidé à construire cela. Je ne voulais pas que le monde le sache. Je ne voulais pas que les hommes me poursuivent pour les mauvaises raisons. Et plus que tout, je ne voulais pas devenir quelqu'un qui utilise l'argent comme une arme, car j'avais vu les dégâts que ce genre de pouvoir infligeait aux gens. Des gens comme Adrien. Léna Perrin était la seule personne qui connaissait toute l'histoire. Elle était avec moi depuis le début, bien avant de devenir l'une des avocates en droit des affaires les plus respectées de la région. Nous étions toutes les deux des jeunes femmes aux origines modestes, gravissant les échelons de différentes manières. C'est elle qui m'a poussé à accepter l'offre d'acquisition, celle qui a rédigé chaque clause de confidentialité avec précision. Et c'est elle que j'ai appelée le matin après l'incident chez les Dubois, ma voix tremblant encore d'un mélange de colère et de chagrin. Elle est arrivée à mon appartement avec du café et des croissants aux amandes, posant le sac sur ma table comme si elle savait déjà que je n'aurais pas mangé. « Commence à parler », a-t-elle dit, laissant tomber son sac à main sur mon canapé. Je lui ai tout raconté sur le contrat de mariage,
sur la façon dont le sourire de Victoria m'avait blessé, sur le silence d'Adrien et le serrement dans ma poitrine quand j'ai réalisé à quel point leur contrôle était profond. Léna a écouté sans interrompre, ses yeux s'aiguisant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, a croisé les jambes et a expiré lentement. Un coup de pression prévisible, a-t-elle murmuré. Les familles de la vieille fortune paniquent quand elles ne comprennent pas ce qu'elles accueillent dans leur lignée. Je n'essaie pas de faire partie de leur lignée, ai-je dit doucement. J'essaie juste d'épouser l'homme que j'aime. Léna a penché la tête, m'examinant de cette façon qu'elle avait quand elle voulait que je m'entende. Es-tu sûr qu'il est prêt à être l'homme que tu penses qu'il est? J'ai hésité. C'était une réponse suffisante. Elle a tendu la main sur la table, posant la sienne sur la mienne. Éléonore, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de les combattre. Tu n'as pas besoin de t'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. S'ils veulent te tester, très bien, laissons-les faire. Mais c'est toi qui as les cartes en main. Pas eux. Je ne veux pas utiliser l'argent comme levier, ai-je chuchoté. Elle a souri, d'un air doux mais entendu. Il y a une différence entre levier et protection. Tu n'essaies de blesser personne. Tu refuses simplement d'être contrôlé. Et ça, mon ami, c'est ton droit. Ces mots m'ont enveloppé comme un bouclier. Pour la première fois depuis que le contrat avait frappé la table en marbre, j'ai senti quelque chose de chaleureux en moi. Pas la victoire, pas la colère, mais la clarté. Un rappel silencieux que j'avais construit une vie selon mes propres termes. Une vie que personne ne pouvait me prendre. Pas même une famille aussi puissante que les Dubois. S'ils essaient de toucher à ma dignité, ai-je dit, la voix se raffermissant, je les laisserai se détruire avec leurs propres suppositions. Léna a hoché la tête avec approbation. Bien, parce que la vérité a une façon de démasquer les gens bien mieux que n'importe quel argument. Je me suis penché en arrière, expirant le souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. La tempête dans ma poitrine a commencé à se calmer. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas piégée. Je n'avais pas eu besoin du nom Dubois avant, et je n'en avais certainement pas besoin maintenant. Leur monde tournait autour de la richesse, de l'héritage, de l'illusion du contrôle. Mon monde était construit sur la liberté, durement gagnée, farouchement protégée, et entièrement mienne. Alors que le soleil de l'après-midi réchauffait le sol sous mes pieds, j'ai senti quelque chose se mettre en place au plus profond de moi. Une certitude, une force, une promesse à moi-même. Leur monde est construit sur l'argent. Le mien est construit sur des choix. Et je ne laisserai pas leur peur décider de mon avenir. Le chemin à venir était encore incertain, mais pour la première fois depuis des jours, je me sentais ancrée, stable, calme et tranquillement puissante. Le silence, j'ai réalisé, n'était pas de la faiblesse. C'était une armure. Et j'en avais assez de laisser quiconque le confondre avec autre chose. J'ai passé le lendemain à me déplacer dans mon appartement comme si la gravité avait doublé. Chaque pas était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, chaque respiration épaisse du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Léna était partie des heures plus tôt avec la promesse de m'aider de toutes les manières possibles, mais le silence qui a suivi semblait incroyablement assourdissant. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène à la table des Dubois, le bruit sourd du contrat, l'éclat dans les yeux de Victoria, le bout des doigts tremblants d'Adrien sous ma paume. Je devais lui parler, non pas d'argent, non pas de ses parents, mais de nous, de savoir si l'avenir que nous construisions reposait sur quelque chose de réel ou sur quelque chose qui se fissurait déjà en son centre. Ce soir-là, je lui ai envoyé un simple message. « Peux-tu passer ce soir ? Juste nous deux. Il faut qu'on parle. » Il a répondu presque immédiatement. « Bien sûr, je suis là dans 20 minutes. » Je l'attendais au comptoir de la cuisine, mes doigts traçant des motifs distraits sur la surface fraîche du quartz. Quand j'ai entendu ses pas dans le couloir, quelque chose de petit a vacillé en moi, de la peur, de l'espoir, peut-être les deux. Il est entré, vêtu d'un pull gris doux, les yeux fatigués mais doux, comme s'il sentait déjà que ce dont nous allions discuter pourrait tout changer. « Éléonore, a-t-il dit doucement en s'approchant de moi. Tu as l'air contrarié. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Adrien, les jeux interrompus, ma voix stable mais calme. J'ai besoin de te poser une question et j'ai besoin que tu me répondes vraiment. Pas pour eux. Pas pour moi. Pour toi. Il a dégluti. D'accord. Crois-tu, ai-je commencé, choisissant chaque mot comme s'il pouvait se briser dans mes mains, que cet amour,
notre amour, est quelque chose qui mérite d'être défendu? La question est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. Les yeux d'Adrien ont vacillé, sa mâchoire se crispant à peine, comme s'il connaissait déjà la bonne réponse mais ne pouvait se forcer à la dire. Il s'est assis sur le canapé et a enfoui ses mains dans ses cheveux. Éléonore, L'hésitation était pire que n'importe quel rejet. Je ne veux pas te perdre, a-t-il finalement dit. Mais je ne veux pas les perdre non plus. Les mots m'ont frappé avec une froideur à laquelle je n'étais pas préparé. Je me suis assise sur le fauteuil en face de lui, laissant la distance parler d'elle-même. Si tu essaies de t'accrocher à tout, ai-je dit doucement, tu perdras la seule chose qui comptait vraiment. Ses yeux se sont remplis d'une sorte de douleur désespérée. S'il te plaît, ne me fais pas choisir. Ce n'est pas moi qui te fais choisir, ai-je murmuré. C'est la vie. Il a détourné le regard, clignant des yeux avec force. Dans le silence qui a suivi, j'ai senti quelque chose en moi se défaire. Un fil fragile se rompant dans un endroit trop profond pour être réparé avec des mots ou des promesses. Je pouvais sentir l'amour entre nous. Toujours chaleureux, toujours réel, mais il était piégé sous des couches de peur héritées d'une vie de soumission. Adrien ne choisissait pas ses parents plutôt que moi. Il ne choisissait tout simplement rien, et c'était en quelque sorte pire. Après son départ, l'appartement semblait encore plus petit. J'ai essayé de lire, de faire le ménage, d'écouter de la musique, n'importe quoi pour empêcher mes pensées de tourner en rond, mais l'agitation me rongeait. Finalement, je me suis recroquevillé sur le canapé, laissant l'épuisement m'entraîner dans un demi-sommeil. Je me suis réveillé au son de la voix d'Adrien, étouffé à travers le mur de la chambre. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je ne l'avais pas imaginé. Il m'avait appelé plus tôt et j'avais dû oublier de mettre mon téléphone en silencieux. L'écran brillait faiblement sur le comptoir de la cuisine. L'appel était toujours connecté. Il avait dû m'appeler par accident. Sa voix parvenait clairement maintenant, basse et tendue. « Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas la forcer à signer quoi que ce soit. Je ne veux pas de contrat de mariage. Ce n'est pas ce que je demande. » Ma respiration s'est bloquée. Il ressemblait à l'Adrien dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui rêvait de coucher de soleil, de vie tranquille et d'enfant avec mon sourire. Mais ensuite est venue la tonalité glaciale et tranchante de Victoria, fendant le haut-parleur comme de la glace qui se brise. Ne sois pas naïf, Adrien. L'amour ne construit pas un empire. L'argent, oui. La stabilité, oui. Si tu ne peux pas la convaincre de signer le contrat, alors tu n'es pas prêt pour le mariage. Est-ce que tu me comprends? Je l'aime, a murmuré Adrien. Et ce que je ressens. L'amour, a claqué Victoria, ne nourrit pas une famille. Soit elle le signe, soit le mariage est annulé. Et si tu n'as pas le cran de le lui faire faire, alors peut-être que tu n'es prêt à diriger rien du tout. Ni un mariage, ni un foyer, ni cette famille. Silence. Un long silence étouffant. Puis la voix d'Adrien, à peine audible. Je ne veux juste perdre aucun de vous deux. Victoria a expiré brusquement, impatiente et peu impressionnée. Grandis, Adrien. La vie n'est pas ce que tu veux. C'est ce qui doit être fait. Ma poitrine s'est serrée comme si une main se refermait autour d'elle. J'ai pressé une paume contre mon sternum, sentant le tremblement parcourir mon corps. J'avais toujours su que Victoria exerçait un pouvoir sur lui. Mais entendre la façon dont il se recroquevillait sous ses mots, entendre la peur dans sa voix, c'était différent. C'était réel. C'était déchirant. Et c'était irréversible. Il ne se battait pas contre moi. Il ne la défendait pas. Il se noyait, tiré vers le fond par une vie d'attente, d'obéissance conditionnée et d'héritage émotionnel. Et j'ai alors réalisé, avec une finalité silencieuse qui m'a laissé sans souffle, qu'Adrien était un homme déchiré en deux. Mais il était aussi un homme qui ne sortirait jamais de l'ombre qui le déchirait. J'ai mis fin à l'appel accidentel, fixant mon reflet dans la fenêtre assombrie. Mon visage semblait calme, mais à l'intérieur, quelque chose de fragile s'effritait. Il m'aime, ai-je murmuré à la pièce vide, mais pas assez pour résister à la tempête dans laquelle il est né. Et dans cette simple vérité, douloureuse et indéniable, j'ai su qu'une partie de notre avenir venait de disparaître, comme une flamme étouffée dans le noir. J'ai à peine dormi après avoir entendu cette conversation téléphonique. Les mots n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête, la certitude froide de Victoria, la peur tremblante d'Adrien.
Au matin, la douleur dans ma poitrine s'était transformée en quelque chose de plus vif, de plus clair. La douleur a le don de dépouiller les illusions, et ce qui restait était une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Je ne pouvais pas compter sur Adrien pour nous protéger. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Alors, j'ai appelé Léna. Elle est arrivée en moins d'une heure, les cheveux tirés en un chignon strict, son tailleur-pantalon encore impeccable après une matinée au tribunal. Elle m'a regardé pendant 2 secondes, vraiment regardé, puis a posé sa mallette avec un soupir. « Tu n'as pas dormi. » À peine, ai-je murmuré. Elle nous a servi à toutes les deux du café de ma cafetière à piston, puis s'est glissée dans le fauteuil en face de moi. « Raconte-moi. » J'ai relaté toute la nuit, la demande, l'hésitation dans la voix d'Adrien, l'appel téléphonique qu'il ne savait pas que j'avais entendu. Léna a écouté avec la même posture qu'elle adoptait lors des dépositions, immobile, concentrée, les yeux se plissant légèrement lorsque quelque chose importait. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a expiré lentement. « Eh bien, a-t-elle dit calmement. S'ils veulent un contrat de mariage, ils en auront un. Son ton m'a sondé. Mais pas le leur. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire ? Je veux dire que tu ne signeras pas celui qu'ils t'ont jeté au visage comme une menace. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti un modèle de contrat vierge. Nous allons rédiger ta version, une version juste, mutuelle, transparente, égale. Un souffle lent m'a échappé. Un contrat de mariage miroir. Exactement, a hoché la tête Léna. Tout ce qu'ils veulent protéger, tu le protèges de la même manière. Mais nous ajouterons des clauses qui protègent tes droits, ta vie privée et les actifs que tu as construits bien avant qu'Adrien n'entre dans ta vie. Elle a fait une pause. Il n'a pas accès à l'argent de Nurocorps. Ni maintenant, ni jamais. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Il ne l'a jamais demandé. Je sais, a dit doucement Léna. Mais sa famille le fera. Ils l'ont déjà fait. Ils ne le savent juste pas encore. Nous avons passé les 4 heures suivantes à la table de ma cuisine, entourés de piles de papier, de tasses de café et de ce genre de concentration silencieuse qui naît de la nécessité. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même pas de fierté. Il s'agissait de dignité, de stabilité, de limites. La vie que j'avais construite de mes propres mains méritait d'être protégée, surtout de la part de personnes qui ne me voyaient que comme un accessoire à contrôler. Le contrat de mariage miroir était simple. Ce qu'Adrien gardait, je le gardais. Les actifs qu'il voulait protéger, je les reflétais à parts égales. Aucune réclamation future sur les entreprises de l'autre. Aucun droit à la croissance des entreprises prénuptiales. Pas de pension alimentaire, sauf si les circonstances changeaient radicalement en raison d'une maladie ou d'un accident. Une indépendance financière complète pour les deux parties. Pas de ruse, pas de piège, juste l'équité. Au moment où nous avons imprimé la version finale sur du papier cartonné crème épais, le soleil de l'après-midi inondait ma fenêtre de rayons chauds et constants. Le papier brillait presque sous sa lumière. Léna m'a tendu le dossier gaufré, si élégant et discret comparé à la monstruosité bordée d'or que Victoria m'avait jeté. « Tiens, a-t-elle dit. C'est ta voix, tes conditions, ta ligne dans le sable. » Mes doigts ont effleuré la surface lisse. S'il voulait les quitter, ai-je murmuré, voici les quitter. Le regard de Léna s'est adouci. Que veux-tu dire quand tu l'enverras? Quelque chose en moi s'est stabilisé, comme une boussole qui se réaligne. Juste une chose. J'ai rédigé l'email avec soin. Pas de colère, pas de défensive, pas de failles dans lesquelles il pourrait s'engouffrer. Seulement de la clarté. Victoria, si votre famille attache de l'importance à l'équité, j'apporterai l'équité à votre table demain. 6 juin ma version de l'accord. Éléonore. Je n'ai pas mentionné Adrien. Pas encore. Le contrat ne le concernait pas. Il concernait le pouvoir qu'il supposait avoir sur ma vie. J'ai cliqué sur envoyer. Et à peine 2 heures plus tard, Adrien s'est présenté. Il n'a pas frappé doucement comme d'habitude. Ses coups étaient urgents, inégaux. Quand j'ai ouvert la porte, son visage était rouge, sa respiration saccadée, et il y avait une tempête dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Éléonore » a-t-il dit en entrant avant que je puisse parler. « Pourquoi as-tu envoyé un contrat à ma mère ?» Je tenais le dossier dans ma main, calme d'une manière qui me troublait même. Parce qu'elle m'en a donné un en premier. Mais toi, il a passé une main dans ses cheveux,
tu ne m'as pas dit que tu faisais ça. Tu ne m'en as pas parlé. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Tu ne voulais pas l'entendre. Ce n'est pas juste. J'ai expiré. Adrien, tout ce que j'ai fait, c'est de refléter leurs conditions. Tout ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, je le veux pour nous deux. L'équité, l'égalité, l'indépendance. Tu transformes ça en guerre, a-t-il dit, la voix brisée. Non, ai-je répondu doucement, douloureusement. Je me défends. Il y a une différence. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé, puis vraiment regardé. Et à cet instant, j'ai vu le garçon qu'il était autrefois, pris entre le désir de plaire à tout le monde et l'échec des deux côtés. Ses épaules se sont affaissées, son expression s'effondrant. Je ne voulais juste rien de tout ça. Je voulais qu'on se marie sans toute cette pression, sans contrat ni avocat. Moi aussi, ai-je murmuré. Quelque chose s'est brisé dans ses yeux. Pourquoi ai-je l'impression que tu choisis de te battre plutôt que de faire confiance? Ma gorge s'est nouée. Parce que t'aimer ne devrait pas signifier me renier. Adrien s'est approché, le désespoir vacillant dans son expression. S'il te plaît, ne fais pas de ça la fin. J'ai secoué la tête doucement. Ce n'est pas moi qui y mets fin, Adrien. C'est le silence que tu choisis chaque fois qu'il te demande de prendre parti. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas de mots, pas de promesses, juste le silence. Le même silence que dans la salle à manger. De chaque instant où il avait baissé la tête au lieu d'élever la voix. Et c'est là que la vérité s'est installée en moi, froide et définitive. Il ne les choisissait pas plutôt que moi. Il ne choisissait rien du tout. Et rien ne peut faire tenir un mariage. Tu ne vas pas signer mon contrat, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu. Le silence était suffisant. Mon cœur s'est fracturé, mais ma colonne vertébrale s'est redressée. J'ai levé le menton, ravalant la douleur qui montait dans ma gorge. L'amour sans courage, ai-je dit doucement, meurt bien avant la relation. Des larmes ont brillé dans ses yeux. Mais il n'a pas tendu la main vers moi. Il ne s'est pas battu. Il est simplement resté là, suspendu entre deux mondes, incapable de se diriger vers l'un ou l'autre. Et c'est là que j'ai su que je ne le perdais pas. Je le laissais partir. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de la Croix-Rousse semblait d'un calme trompeur, bleu, ouvert, presque indulgent. Je ne l'étais pas. Je conduisais vers le domaine des Dubois avec une immobilité en moi que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Ni colère, ni peur, quelque chose de plus froid, de plus clair, le genre de clarté qui ne vient qu'après que l'espoir se soit consumé. Les portes se sont ouvertes automatiquement à l'approche de ma voiture. Les barres de métal glissant avec un sifflement silencieux. J'ai trouvé cela très à propos. Le monde de cette famille ne s'ouvrait qu'à ceux qu'ils approuvaient. Et pourtant, aujourd'hui, j'entrais pour fermer la dernière porte qu'ils aient jamais tenue au-dessus de moi. Je suis sorti de la voiture et j'ai traversé le chemin de pierre familier vers l'entrée principale. La façade en verre de 2 étages me renvoyait mon reflet, petite contre l'architecture massive, mais debout néanmoins. Une gouvernante a ouvert la porte avant que je ne frappe. Ils attendent dans la salle à manger, a-t-elle chuchoté, les yeux évitant les miens, comme si elle pouvait sentir la tempête sur le point d'éclater. Bien sûr qu'ils étaient dans la salle à manger. La même table en marbre, les mêmes chaises, le même champ de bataille. Richard et Victoria étaient déjà assis, la posture raide d'arrogance. Adrien se tenait derrière eux, l'air d'avoir à peine dormi. Ses yeux étaient rouges, la peau en dessous meurtrie par l'épuisement. Ou les larmes, peut-être les deux. Quand il m'a vu, quelque chose dans son expression a vacillé d'espoir. Ça faisait mal de le voir. Victoria a été la première à parler. Alors, a-t-elle dit froidement, vous vouliez une dernière discussion. J'ai tiré la chaise directement en face d'eux, mais je ne me suis pas assise. Pas tout de suite. Oui, a laissé échapper Richard d'un rire sec. C'est à propos de votre contrat. Il a agité une main dédaigneuse. Astucieux, mais inutile. Nos conditions légales sont standards. Standard, ai-je répété doucement. Comme jeter un contrat au visage de quelqu'un et s'attendre à l'obéissance. Les lèvres de Victoria se sont crispées. Nous ne nous attendions pas à l'obéissance. Juste à la rationalité. J'ai hoché la tête lentement. Merci d'être honnête. Son menton s'est levé, sentant une victoire là où il n'y en avait aucune.
Bien. Alors vous signerez l'accord original. Non, ai-je dit simplement. La pièce s'est figée. Richard s'est penché en avant. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le moindre levier pour négocier quoi que ce soit avec nous? J'ai sorti de mon sac une fine clé USB noire et l'ai posée sur la table en marbre. Le son, un léger tapotement, a résonné plus fort que le contrat ne l'avait jamais fait. Adrien s'est raidi instantanément. Victoria a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Votre fils, ai-je répondu calmement, vous suppliant de le laisser choisir l'amour pour une fois dans sa vie. Le souffle d'Adrien s'est coupé. Éléonore. J'ai levé une main doucement. Je ne suis pas venu ici pour me battre contre toi, Adrien. Ni pour t'humilier. Cet enregistrement n'est pas une menace. C'est la vérité. Une vérité que tes parents méritent d'entendre. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Adrien a rempli la pièce, tremblante, émotive, authentique. Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas la forcer à signer quoi que ce soit. Je l'aime. Je ne veux pas la perdre. Puis la voix de Victoria, assez tranchante pour couper du granit. L'amour ne nourrit pas une famille. Si tu ne peux pas la faire signer, tu n'es pas prêt pour le mariage. Le silence a englouti la pièce ensuite, lourd, étouffant. Le visage de Victoria est devenu pâle avant de rougir par plaques. Richard avait l'air de s'être pris une gifle. Adrien a fermé les yeux comme si entendre à nouveau la voix de sa mère le brisait de nouveau. Je me suis enfin assise, croisant sagement mes mains devant moi. Victoria a retrouvé sa voix la première. Vous nous avez enregistré? Non, ai-je dit doucement. C'est lui qui l'a fait. J'ai simplement entendu la vérité. Adrien m'a regardé comme s'il souhaitait pouvoir disparaître. Éléonore, je ne savais pas, je sais que tu ne savais pas, les jeux interrompus gentiment. C'est pourquoi je ne suis pas en colère. Ses yeux ont brillé. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai placé mon contrat de mariage miroir à côté de la clé USB, le papier cartonné crème brillant doucement sous le lustre. Je ne suis pas venu ici pour gagner, ai-je dit lentement. Je suis venu pour mettre fin à cela avec honnêteté et dignité. Si nous devons nous marier, alors l'équité doit s'appliquer aux deux côtés. Voici mon offre. Victoria a laissé échapper un rire froid. Une offre? Vous pensez que vous pouvez nous faire des offres? J'ai souri, calme, contrôlé. Vous ne savez toujours pas qui je suis. Richard a ricané. Nous en savons assez. Non, ai-je dit, la voix ferme. Vous ne savez rien. Je me suis penché légèrement en avant. Je suis la fondatrice de Nurocore, l'entreprise qui s'est vendue pour 98 millions d'euros il y a 3 ans. Je suis l'actionnaire majoritaire d'Atlas Tech depuis 18 mois. Et ma fortune personnelle, j'ai marqué une pause, dépasse l'ensemble du portefeuille de votre famille. Leurs visages se sont vidés de leur couleur. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir exprimé doucement est plus fort que le pouvoir hurlé. Adrien me fixait, stupéfait. Tu ne me l'as jamais dit. Je voulais que tu m'aimes sans le savoir, sans que l'argent ne déforme la vérité. Il a ouvert la bouche, mais n'a trouvé aucun mot. Je me suis levé, lissant le bord de ma veste. Si vous voulez ce mariage, Adrien, alors toi et tes parents signerez mon contrat. Non pas pour ce que je vaux, mais parce que l'équité compte et parce que je refuse d'entrer dans un mariage où je suis traité comme un passif au lieu d'une partenaire. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Si tu ne signes pas, je partirai sans rien demander. Pas un centime, pas une propriété, rien. Le silence s'est infiltré dans tous les coins de la pièce. Victoria fixait le contrat comme s'il était du poison. Richard me fixait comme s'il réévaluait chaque supposition arrogante qu'il avait jamais faite. Adrien fixait le papier comme si c'était le dernier pont entre lui et la vie qu'il voulait. Mon cœur s'emballait, mais ma voix restait stable. Adrien, ai-je chuchoté. C'est ton moment. Choisis l'homme que tu veux être. Sa lèvre inférieure tremblait. Les secondes ont passé, puis d'autres. Et à chaque instant où il ne tendait pas la main vers le stylo, quelque chose en moi a commencé à se relâcher. Non pas à se briser, à se libérer. Finalement, des larmes ont coulé sur ses joues. Il a secoué la tête faiblement. Je ne peux pas, j'ai fermé les yeux, non pas de colère. De deuil.
Ce n'est pas grave, ai-je chuchoté. Je le savais déjà. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte. Chaque pas était comme récupérer quelque chose que j'avais perdu en chemin. Derrière moi, Adrien sanglotait doucement. Victoria n'a rien dit. Richard n'a rien dit. Personne n'a bougé et je n'ai pas regardé en arrière, car parfois, le son le plus puissant au monde est le silence de quelqu'un qui se choisit enfin. Le monde ne s'est pas arrêté au moment où j'ai quitté le domaine des Dubois, mais j'ai certainement eu l'impression que quelque chose d'énorme avait basculé, comme si une faille profonde sous la surface s'était enfin rompue. Quand j'ai fermé la portière de ma voiture et démarré le moteur, mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû agripper le volant à deux mains juste pour me stabiliser. J'ai conduit sans savoir où j'allais, sans entendre la musique qui jouait dans les haut-parleurs, sans sentir la douce vibration de la route sous les pneus. Mon corps bougeait, mais mon esprit était creux, vide, comme si quelqu'un avait tout vidé à l'intérieur de moi et n'avait laissé que la coquille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rejoué le moment où Adrien a dit qu'il ne pouvait pas signer. Il n'y avait plus rien à analyser, plus rien à sauver. L'amour, quand il meurt, ne s'annonce pas avec des feux d'artifice ou le tonnerre. Il quitte tranquillement la pièce au moment où quelqu'un vous regarde et choisit la peur à la place. Le temps que j'arrive à mon appartement, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer, une fois, deux fois, puis sans relâche. Mais je ne pouvais pas le regarder. Pas encore. Pas ce soir. J'ai laissé tomber mes clés sur la table et j'ai laissé mon dos glisser le long de la porte jusqu'à ce que je sois assise par terre, la tête appuyée contre le bois, fixant la légère fissure au plafond que je n'avais jamais remarquée auparavant. Tout semblait irréel, trop immobile, trop silencieux. Le genre de silence qui suit une tempête dévastatrice. Le lendemain matin, le monde n'était plus silencieux. Cela a commencé par une seule notification de titre sur mon téléphone. L'entrepreneur tech Éléonore Martin met fin à ses fiançailles avec l'héritier Dubois quelques jours avant le mariage. Puis une autre, les rumeurs tourbillonnent autour d'un différend sur le contrat de mariage entre Martin et la famille Dubois. Puis des centaines. À midi, l'histoire s'était répandue dans toute la France, puis à travers le pays. Vidéos, tweets, articles d'opinion, spéculations. Chaque présentateur de nouvelles voulait un morceau du récit. Mon préféré venait d'une chaîne d'information économique. La Cendrillon locale quitte une famille millionnaire, mais c'était elle qui avait le royaume. J'ai tressailli. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si douloureusement exact. Le soir, l'opinion publique avait trouvé un méchant, et ce n'était pas moi. Des hashtags ont commencé à devenir populaires. Le mariage n'est pas une fusion, sous Sienna et Léonore, les Dubois. Des milliers de commentaires ont afflué. Bien fait pour elle. L'argent n'achète pas le respect. Imaginez essayer d'intimider une femme qui a construit son propre empire. Victoria Dubois est la raison pour laquelle la thérapie existe. Et le pire pour eux, ils ont essayé de la piéger avec un contrat de mariage. La vieille fortune est terrifiée par le vrai pouvoir. Les gens décortiquaient joyeusement l'histoire de la famille Dubois, les affaires, les rumeurs, les alliances, les niches fiscales, même les dons caritatifs douteux. Leur image publique, autrefois si méticuleusement cultivée, a commencé à s'effilocher fil par fil. Mais je n'avais pas dit un mot à personne. Je n'en avais pas besoin. La vérité a une façon de se glisser à travers les fissures, surtout dans les maisons entièrement construites sur l'illusion. Mon téléphone a sonné sans arrêt. Adrien a appelé, puis a rappelé, puis 12 fois de plus. Finalement, l'écran de notification était rempli de son nom. Un appel manqué après l'autre, comme un motif de désespoir. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Que pouvait-il bien dire? Quelle excuse pourrait surmonter des années de peur? Quelle promesse pourrait effacer le silence qu'il a choisi au moment le plus important? Dans l'après-midi, Léna est venue avec des courses et un mixeur, déclarant qu'elle faisait des smoothies parce que j'avais une mine de déterré. Elle m'en a tendu un et s'est assise à côté de moi sur le canapé, allumant la télévision. Chaque chaîne discutait de l'histoire. Un journaliste a dit, des sources affirment que les parents Dubois ont fait pression sur Martin pour qu'elle signe un contrat de mariage unilatéral. Elle a refusé et est partie. Un autre a ajouté, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de pouvoir. Léna m'a doucement poussé du coude. Tu n'as rien fait de mal. Je sais, ai-je murmuré. Et je le pensais. Mais le savoir ne faisait pas disparaître la douleur. Pendant ce temps, les retombées pour l'Empire Dubois s'intensifiaient.
L'action de leur entreprise a chuté de 9% à midi, puis de 14% à la fin de la journée de bourse. Les investisseurs ont paniqué, remettant en question le leadership, l'éthique, l'avenir de l'entreprise. Tous les panels d'analystes financiers disaient la même chose. La marque Dubois est devenue instable. Victoria a publié une déclaration insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée, ce qui n'a fait qu'irriter davantage les gens. Richard a tenté de donner une interview confiante, mais le tremblement dans sa voix l'a trahi. Même Adrien, qui n'avait jamais rien demandé de tout cela, n'a pas pu échapper à l'œil du public. Des photos de lui quittant son bureau, débraillé et épuisé, sont apparues en ligne avec des légendes comme « l'homme qui a perdu sa fiancée PDG après le scandale du contrat de mariage ». C'était cruel, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais pas assez pour le contacter, car au fond de moi, sous l'empathie, se trouvait une vérité si tranchante qu'elle en brillait presque. Je ne les ai pas ruinés. Ils se sont ruinés eux-mêmes au moment où ils ont essayé d'acheter et d'intimider l'amour. Cette nuit-là, je me tenais sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas. L'air frais effleurait ma peau, m'ancrant d'une manière dont j'avais désespérément besoin. J'ai enlacé mes bras autour de moi et j'ai laissé le silence s'installer. Pour la première fois depuis des jours, mon esprit était calme. J'ai murmuré dans le silence. Je n'avais pas besoin de vengeance. Ils se sont effondrés sous le poids de leur propre arrogance. Et pour la toute première fois depuis le début de tout cela, j'ai ressenti le plus léger sentiment de paix. Pas de victoire, pas de triomphe, juste une libération. 5 ans, c'est long. Assez long pour que les blessures cicatrisent, que les échos s'estompent, que des vies entières soient reconstruites sur des fondations qui semblaient autrefois brisées. Le monde dans lequel je vivais après la tempête Dubois ne ressemblait en rien à celui que j'avais quitté. Il était plus calme, plus fort. Le mien. Atlas Tech, mon entreprise, ma deuxième grande création après Nurocore, était passé d'une modeste start-up de logistique IA à une puissance multinationale. Des centaines d'employés, des bureaux dans 6 régions, une valorisation qui a dépassé les 400 millions d'euros lors du dernier tour de financement. Des investisseurs traversaient le pays juste pour me rencontrer. Des universités m'invitaient à donner des conférences. Des sociétés de capital risque tentaient de me recruter comme partenaire. Mon nom, autrefois délibérément caché, apparaissait désormais régulièrement dans les magazines tech, les articles sur le leadership, les panels sur les femmes dans les affaires et les classements de capital. Le succès ne ressemblait pas à une vengeance. Il ne ressemblait même pas à un triomphe. Il semblait simplement mérité. J'ai construit une vie que je n'avais pas à expliquer, à justifier ou à diminuer. Une vie où le silence n'était plus une armure, mais la paix. Certains vendredis soirs, je me tenais au siège d'Atlas Tech à Toulouse, les murs de verre brillant d'or sous le soleil couchant, et je regardais la ville animée avec une gratitude silencieuse qui me surprenait encore. Je n'étais pas marié. Je n'avais pas encore d'enfant, mais j'avais construit quelque chose de durable, de résilient, quelque chose entièrement selon mes propres termes. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Mais il y avait des jours, rares, fugaces, où un souvenir s'insinuait comme de la poussière à travers une fenêtre ouverte. Un rire doux, un lever de soleil en voiture sur la route des Grandes Alpes. La chaleur d'une main entrelacée avec la mienne. La main d'Adrien. Et l'espace d'un battement de cœur, je me demandais ce qu'il était devenu après l'effondrement de son monde. Je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. Un après-midi, alors que je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau privé, mon assistante a frappé à la porte, tenant une pile de courriers. « C'est arrivé pour vous, Éléonore. » La plupart sont des invitations, mais celle-ci semblait personnelle. Elle m'a tendu une enveloppe bleu pâle avec une écriture que j'ai reconnue avant même de lire l'adresse de l'expéditeur. Adrien Dubois, Aix-en-Provence. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai posée délicatement sur mon bureau, j'ai terminé mes notes de réunion, répondu à 2 autres emails, et seulement alors, quand la pièce fut calme et que le soleil avait suffisamment baissé pour projeter de longues ombres, j'ai rompu le sceau. Son écriture n'avait pas changé. Toujours nette, toujours légèrement inclinée, portant encore les traces du garçon qui écrivait autrefois de la poésie sur des serviettes en papier lors de rendez-vous café nocturne. La lettre était longue, plus longue que je ne l'avais prévu. Je l'ai lue lentement, le cœur stable, la respiration régulière. Éléonore, je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire. Je ne sais pas si cette lettre te parviendra un jour. Mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a des années.
Je ne t'ai pas perdu à cause de ma mère. Je ne t'ai pas perdu à cause du contrat de mariage. Je t'ai perdu parce que j'avais trop peur de choisir la vie que je voulais au lieu de la vie à laquelle j'étais entraîné à obéir. Tu n'es pas parti loin de moi, Éléonore. Je t'ai laissé tomber seul. Et je suis désolé. Je n'ai jamais cessé d'être désolé. Je suis à Aix-en-Provence maintenant, un petit cabinet de conformité. Un travail tranquille. Humble. Je pense que tu aurais aimé sa simplicité. J'essaie de reconstruire les choses de la bonne manière cette fois. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je vois enfin la vérité que tu avais vue bien avant moi. Tu étais la personne la plus courageuse dans la pièce ce jour-là. Je ne l'étais pas. Et je vis avec ça chaque jour. Adrien. Je suis resté assise un long moment, la lettre tremblant légèrement dans mes mains. Le chagrin ne m'a pas envahi, ni la nostalgie, ni le regret, juste une compréhension profonde et silencieuse. Il avait grandi. Il avait appris quelque chose de dur, quelque chose de nécessaire. Et pourtant, la distance entre nous était un gouffre qu'aucune excuse ne pouvait combler. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée dans le tiroir supérieur de mon bureau, sous quelques photographies et un stylo en argent. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai interrogé un ancien employé des Dubois, qui travaillait maintenant dans une société de capital risque partenaire d'Atlas Tech, à son sujet. Non pas parce que je comptais le contacter, mais parce que j'avais besoin d'une sorte de clôture différente. Adrien, a-t-il dit en sirotant son café. Oui, sa vie s'est beaucoup calmée après le scandale. Il a déménagé à Aix-en-Provence pour échapper aux médias. Il vit seul, va au travail, fait du bénévolat dans un refuge pour chiens le week-end. Un type sympa, mais il est différent maintenant. Plus doux, plus triste. Est-il marié, ai-je demandé. L'homme a secoué la tête. Jamais sorti sérieusement avec quelqu'un d'autre d'après ce que j'ai entendu. Il a dit qu'il avait déjà perdu la femme avec qui il était censé construire sa vie. Ma poitrine s'est serrée, non pas de désir, mais de quelque chose de plus doux, une tendre douleur pour le garçon qu'il était autrefois. Un garçon qui m'avait aimé honnêtement, même si la peur avait noyé cet amour avant qu'il ne puisse prendre racine. Cette nuit-là, après que tout le monde ait quitté le bureau, je me tenais près de la fenêtre surplombant le centre-ville de Toulouse. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des lucioles dispersées. J'ai pressé ma paume contre la vitre froide et j'ai laissé mon reflet onduler dans l'obscurité. Il n'était pas cruel, me suis-je murmuré. Il était juste faible. La faiblesse n'est pas le mal. Elle n'est pas malveillante, mais elle est dangereuse. La faiblesse peut mettre fin aux relations aussi radicalement que la trahison. La faiblesse peut tuer l'amour aussi efficacement que les mensonges. Et parfois, elle laisse une cicatrice plus profonde parce qu'on ne peut pas haïr quelqu'un qui n'avait pas l'intention de vous blesser. On ne peut que pleurer ce qu'ils n'ont jamais eu la force de retenir. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. Certaines personnes sont bonnes, mais la bonté sans courage ne peut pas garder un cœur. J'ai baissé le store et éteint les lumières. Mais pas résonnant doucement alors que je m'éloignais, non pas du passé, mais vers un avenir que j'avais enfin construit de mes propres mains. Un avenir où je pouvais respirer pleinement, me tenir pleinement, aimer pleinement le moment venu. Pour l'instant, la paix était suffisante. Et c'était quelque chose qu'Adrien, malgré tous ses regrets, n'avait jamais pu me donner. C'est arrivé un après-midi de fin d'automne, le genre de jour où le soleil drape les champs du Lauragais d'or chaud et où la brise porte l'odeur du cèdre et du foin. Je travaillais de chez moi, examinant une proposition de partenariat pour l'expansion d'Atlas Tech dans la logistique renouvelable, lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ignorais normalement les appels que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose, peut-être l'intuition, m'a poussé à répondre. Allô ? Pendant un instant, il n'y eut que de la statique. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années a refait surface. Fragile mais reconnaissable. Éléonore, c'est Victoria Dubois. Je me suis figé, ma main se resserrant sur le téléphone. Son ton n'avait pas la netteté glaciale dont je me souvenais. Pas de supériorité, pas de commandement enveloppé de velours, juste l'âge, l'épuisement et quelque chose d'autre que je n'aurais jamais pensé entendre d'elle. La défaite. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont vous voulez entendre parler, a-t-elle commencé, sa voix tremblant très légèrement. Mais je devais appeler. Je me suis assise lentement,
la chaise en bois grinçant sous moi. Pourquoi? Il y eut une longue pause, puis elle a expiré d'une voix chancelante. Nous avons presque tout perdu après cette année-là. L'entreprise, les investisseurs, la réputation que nous avions mis des décennies à construire. Tout s'est envolé. Ces mots se sont brisés comme de la glace mince. Et Adrien, il n'a plus été le même depuis votre départ. Ma gorge s'est nouée, non pas de douleur, mais d'une tristesse lointaine, comme entendre des nouvelles de quelqu'un que l'on a connu dans une autre vie. Elle a continué. Il parle encore de vous. Il se demande encore si les choses auraient pu être différentes. Il ne vous a jamais blâmé, Éléonore. Pas une seule fois. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'installer. Je n'ai pas appelé pour vous culpabiliser, a-t-elle murmuré. J'ai appelé parce que je pensais que vous devriez savoir qu'il n'a jamais cessé de vous aimer. Et parce que je devais dire que je suis désolé. L'excuse est restée en suspens dans l'air, inhabituelle, délicate et étonnamment sincère. Je n'étais pas sûr si cela lui avait coûté tout ce qu'elle avait ou si cela venait trop tard pour avoir de l'importance. Peut-être les deux. J'ai inspiré lentement. Victoria, je n'ai jamais haï Adrien. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais sentir qu'elle écoutait. Vraiment écouter pour la première fois. Je ne vous ai jamais haï non plus, ai-je ajouté doucement. Et je le pensais. La haine demande de l'énergie, de l'émotion, de l'attachement. J'avais laissé tout cela partir des années auparavant. Je me suis seulement senti triste pour lui, pour ce que la peur lui a pris. À l'autre bout du fil, un faible sanglot a éclaté, rapidement étouffé. C'était étrange d'entendre une telle vulnérabilité de la part d'une femme qui avait autrefois dirigé son monde avec du fer et du cristal. Éléonore, a-t-elle chuchoté, il a toujours dit que vous étiez la seule chose dans sa vie qui semblait réelle. Mon regard a dérivé vers la large fenêtre, la lumière du soleil se déversant sur les champs ouverts comme une bénédiction. Un calme m'a envahi, profond, silencieux, indéniable. Je suis heureuse qu'il m'ait aimé, ai-je dit. Je l'ai aimé aussi. Alors pourquoi? Elle s'est arrêtée, le souffle tremblant. Pourquoi n'avez-vous jamais réessayé? J'ai souri. Le genre de petit sourire triste qui vient de la connaissance d'une vérité trop lourde à porter avec amertume. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à ressentir, ai-je dit doucement. C'est choisir, se battre, protéger. J'ai hésité, choisissant mes mots avec douceur. Et il n'était pas assez fort pour garder la meilleure chose de sa vie. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il n'était pas colérique. C'était de la compréhension, de la reconnaissance, de l'acceptation. Finalement, Victoria a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je vois ça maintenant. Il n'y avait plus rien à dire après ça. Pas vraiment. Certaines histoires ne sont pas faites pour être réécrites. Certaines fins ne sont pas faites pour être défaites. Elles deviennent simplement la vérité silencieuse que nous portons avec nous. Prenez soin de vous, Victoria, ai-je dit doucement. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone, ne ressentant aucune colère, aucun triomphe, aucune douleur, juste une paix large et stable se propageant dans ma poitrine, comme expirée après avoir retenu sa respiration pendant des années. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et l'ai poussée. Le soleil a réchauffé ma peau, les champs dorés s'étendant à l'infini vers l'horizon. Quelques chevaux paissaient près de la clôture, leur queue fouettant paresseusement. Le monde semblait plein, expansif, vibrant doucement de vie. Mon reflet fantomatique sur la vitre, plus âgé, plus sage, plus douce sur les bords. La fille qui était autrefois entrée dans le domaine des Dubois en tremblant était depuis longtemps devenue une femme qui n'avait plus besoin de la validation de personne d'autre. Je n'ai jamais eu besoin de gagner, ai-je murmuré au vent. J'avais juste besoin de lâcher prise. À l'intérieur de ma poitrine, les derniers fragments d'amertume se sont complètement dissous. L'amour n'a pas besoin que quelqu'un triomphe. Il a seulement besoin de quelqu'un d'assez courageux pour le tenir. Et Adrien, malgré toute sa bonté, n'avait jamais appris comment faire. J'ai fermé la fenêtre et laissé la lumière du soleil m'inonder, chaude et silencieuse et entièrement mienne.